Aujourd'hui, le dessous des cartes va se pencher sur les cartes du tabac. Quelle est la géographie mondiale des producteurs et des consommateurs de tabac? Quelle est la politique commerciale des industriels, mais aussi celle des États? Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac a provoqué 100 millions de décès au XXe siècle et au XXIe siècle, ce pourrait être 100 millions de décès, mais cette fois par décennie. Alors, est-ce que les campagnes anti-tabac servent vraiment à quelque chose? Eh bien, les cartes vont nous aider à comprendre ce fait qui est mondialisé et qui connaît aujourd'hui des changements à la fois géographiques et sociologiques. En 1492, lorsque Christophe Colomb redécouvre l'Amérique, le tabac est utilisé par les Indiens lors de rituels et pour ses vertus médicinales, notamment analgésiques. Cette plante était jusque-là inconnue des Européens. D'abord introduite au cours d'Espagne et du Portugal, elle est envoyée en 1561 par Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal, à Catherine de Médicis pour soigner ses migraines. Le tabac se diffuse à la même période dans le reste de l'Europe pour ses vertus médicinales, dans les États pontificaux, dans le Royaume d'Angleterre, dans le Saint-Empire romain germanique. Ensuite, son usage s'étend vers l'Empire ottoman, vers l'Asie, en Chine, en Corée, au Japon, vers le Maroc. Et au début du XXe siècle, le tabac est cultivé sur tous les continents. Les progrès techniques et industriels ont fait évoluer sa fabrication et les cigarettes ont supplanté la chic, la prise, le cigare, la pipe. Mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'essor de la publicité, que le tabac se répand massivement. En 1940, 1000 milliards de cigarettes sont fumées dans le monde. En 1960, 2000 milliards. En 1980, 5000 milliards. Et aujourd'hui, c'est plus de 6000 milliards de cigarettes qui sont fumées chaque année en raison de l'augmentation de la population mondiale. Mais la part de la population mondiale qui fume a baissé. Entre 1980 et 2012, la part des hommes de 15 ans et plus fumant tous les jours est passée de 41,2% à 31,1%, et chez les femmes, de 10,6% à 6,2%. On voit donc qu'on fume plus, en moyenne, chez les hommes que chez les femmes. Ce qui s'explique notamment par l'histoire des conduites tabagiques et des normes sociales. Jusqu'au milieu du XXe siècle, fumer était le fait des hommes. Mais la révolution sexuelle et le travail des femmes ont levé le tabou du tabagisme féminin dans certaines régions du monde, comme vous le voyez sur cette carte montrant le pourcentage de femmes qui fument dans chaque pays. Globalement, on constate que ce pourcentage est faible en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, alors qu'il est plus important en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans l'ancien bloc soviétique et surtout en Europe. Par exemple, en Grèce, 35% des femmes fument, c'est le record mondial. Pour les femmes grecques, fumer symbolise toujours la conquête de l'égalité, et ces représentations sont entretenues par la publicité pour la cigarette qui reste libre dans le pays. Quant aux hommes grecs, ils sont 41% à fumer, la cigarette étant pour eux symbole de plaisir, mais aussi de liberté et même de virilité. Pourtant, une loi interdit de fumer dans les lieux publics en Grèce, mais il y a peu de contrôle et il est possible de fumer presque partout. Donc depuis le milieu du XXe siècle, les femmes fument de plus en plus dans certaines régions du monde, principalement dans les pays développés. Pour autant, fume-t-on plus de cigarettes dans les pays développés ou dans les pays en développement? Si on prend le nombre de cigarettes fumées entre 1980 et 2012 et que l'on regarde la différence entre pays développés et pays en développement, on voit que la consommation dans les pays développés a décliné lentement et régulièrement depuis 1980 grâce aux campagnes anti-tabac, tandis qu'elle a fortement progressé dans les pays en développement car le tabac y est aussi de plus en plus abordable. Autrement dit, le tabagisme s'est déplacé des pays développés à ceux en développement. Ces derniers sont la nouvelle cible des stratégies marketing offensives des compagnies qui gèrent le marché. 40% du marché est détenu par 4 multinationales privées. Philip Morris International, basé aux États-Unis, British American Tobacco International au Royaume-Uni,
Japan Tobacco International au Japon et Imperial Tobacco Group au Royaume-Uni. Et 43% du marché est détenu par la China National Tobacco Corporation, qui est une entreprise d'État chinoise. Ce qui fait de la Chine un cas particulier, avec un marché fermé aux 4 entreprises privées. Donc 83% du marché est détenu par un oligopole de 5 entreprises appelées le Big Tobacco. La Chine est donc le premier producteur mondial de cigarettes. En 2013, elle a produit 2500 milliards de cigarettes, soit 3 fois plus que son principal concurrent, Philip Morris. Cette production chinoise de cigarettes s'appuie sur la première production mondiale de feuilles de tabac, plus de 3 millions de tonnes en 2013, ce qui représente 42% de la quantité produite dans le monde cette année-là. Voici les zones de production dans le monde aujourd'hui. La Chine représente 35% de la surface mondiale cultivée avec du tabac, loin devant l'Inde qui en représente 12%, le Brésil 10%, l'Indonésie 6%. Et la majeure partie de la production chinoise sert à la fabrication de cigarettes destinées à la consommation intérieure. La Chine abrite la plus importante population de fumeurs dans le monde, avec 300 millions de fumeurs sur un total de 1 milliard dans le monde. Donc, un fumeur adulte régulier sur 3 vit en Chine. Cela s'explique par la démographie, évidemment, mais aussi par l'augmentation du pouvoir d'achat, le tabac étant devenu de plus en plus abordable, et aussi par le fait que des mesures de limitation de la consommation n'ont été mises en place que très tardivement dans ce pays. Logiquement, la Chine est aussi le premier pays du monde quant à la mortalité liée au tabac, avec environ 1,5 million de morts par an sur un total de 5,7 millions dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, donc un mort du tabac sur 4 est chinois. C'est pourquoi les autorités chinoises réagissent. Depuis le 1er juin 2015, Pékin est devenu une des plus grandes municipalités non-fumeurs du monde, avec une interdiction de fumer dans tous les lieux publics couverts et les lieux de travail. Cette loi historique pourrait préparer le terrain pour l'adoption de mesures fortes à l'échelle nationale. Donc maintenant, allons voir comment s'organise la lutte anti-tabac. La Convention de l'Organisation mondiale de la santé pour le contrôle du tabac est le traité de référence dans la lutte anti-tabac. Adoptée en 2003, entrée en vigueur en 2005, elle est aujourd'hui ratifiée par 180 pays. Et un pays est exemplaire quant à la mise en œuvre de cette convention, c'est la Turquie. Tous les Turcs sont aujourd'hui protégés par les 6 mesures Empower au plus haut niveau, c'est-à-dire les mesures identifiées par l'OMS comme étant les plus efficaces pour faire reculer le tabagisme. Monitoring, c'est-à-dire surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention. Protecting, c'est-à-dire protéger la population contre la fumée du tabac. Offering, c'est-à-dire offrir une aide à ceux qui veulent arrêter de fumer. Warning, c'est-à-dire mettre en garde contre les méfaits du tabac. Enforcing, interdire la publicité en faveur du tabac, la promotion, le parrainage. Et raising, c'est-à-dire augmenter les taxes sur le tabac. Résultat, la Turquie est le seul pays du Moyen-Orient où la consommation a baissé. 27% en 2012 contre 31,2% en 2008. À l'échelle mondiale, les mesures Empower touchent à différents niveaux près de 3 milliards de personnes. Donc des efforts sont faits pour lutter contre ce que l'OMS qualifie de épidémie induite par l'homme et tout à fait évitable. Alors une épidémie évitable qui a de plus un coût pour les sociétés. Prenons l'exemple de la France. Le coût du tabac a été évalué à 120 milliards d'euros par an par l'économiste Pierre Kopp, en conclusion d'une étude pilotée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et financée par la Direction générale de la santé. Comment est-il mesuré? On ajoute les coûts des vies humaines perdues et de la perte de qualité de vie, les pertes de production des entreprises et des administrations, ce qui forme les pertes pour la société. À cela, on ajoute le coût pour les finances publiques, c'est-à-dire les dépenses de prévention, répression et soins, desquelles on soustrait les recettes des taxes sur le tabac,
ainsi que les économies de dépenses en lien avec les retraites non versées. Alors ce coût social doit-il être imputé à la collectivité ou à l'individu, dans la mesure où ce dernier choisit de fumer en toute conscience? Alors pourquoi pas une tarification du paquet de cigarettes reflétant ce coût social? C'est-à-dire que les fumeurs achètent leur tabac à un prix qui serait à la hauteur des impacts que leur consommation impose au reste de la société. En tout cas, le succès de la cigarette électronique a bouleversé l'industrie du tabac et pour certains, la consommation de ces e-cigarettes pourrait même être supérieure à celle des cigarettes traditionnelles d'ici une dizaine d'années. Il faut savoir aussi que la consommation est en baisse dans la plupart des pays à haut revenu, mais aussi en Amérique latine et en Europe de l'Est. Et en plus, le marché chinois reste fermé aux 4 grandes multinationales du tabac. Donc celles-ci comptent sur les marchés où la consommation augmente, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Inde, en zone Asie-Pacifique et surtout le grand potentiel se trouve sur le continent africain et c'est là où on s'attend aux plus fortes augmentations de taux de tabagisme. Sachez que les 5 Big Tobacco Companies, pour conquérir ces marchés émergents, s'apprêtent à cibler les populations qui ne fument pas encore, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Vous pouvez lire utilement Golden Holocaust, la conspiration des industriels du tabac aux éditions des Équateurs de Robert Proctor. Et puis sur le site du dessous des cartes, vous trouverez les références des articles publiés par la revue The Lancet, qui a lancé une campagne pour un monde sans tabac en 2040. Prévu